Bonjour. Donc, je me présente, je suis Ntebin et je suis critique à l'art vie positif. J'anime pas mal de séances, de masterclass cette année, une avec Yves Cap, à laquelle j'espère vous avez déjà assisté. Et aujourd'hui, Jeanne Lapoirie, qui a déjà présenté hier, notamment Michael Colas, et qui présentera tout à l'heure Les Roseaux Sauvages, et puis Eastern Boys. Et bonjour Jeanne. Bonjour. On va passer beaucoup d'extraits de films qu'on va commenter ensemble. Je voudrais que vous parliez de votre métier. Je vais commencer par vos débuts. Qu'est-ce qui vous a orienté en fait vers ce métier Est-ce que quand vous avez décidé de faire du cinéma et à ce poste-là, comment ça s'est passé? J'ai pas décidé très très tôt. Je sais à peine si c'est moi qui l'ai décidé en fait. Ah, Mais non, jusqu'à l'année du bac, je savais pas trop. Je m'étais pas tellement posé la question de quoi faire dans la vie plus tard. Et mes parents m'ont dit bon bah alors qu'est-ce que tu fais l'année prochaine après le bac quoi. Et bah je leur ai dit je ne sais plus quoi en fait, mais un truc qui avait rien à voir je crois. Et mon beau-père m'a dit mais et du cinéma, tu ferais pas du cinéma? Et bah, je sais pas, en fait, je me suis renseignée. Et mais comment ça lui puis, est venu? Parce qu'il était dans bah, le j'en sais métier? rien, pas du Non? tout. Non, non, mes parents, ils étaient profs. Mais vous aimiez le cinéma peut-être ou Oui, enfin, comme comme ça? plein d'autres choses, rien de plus en fait. Non, en fait, j'avais quand même. Enfin, en fait, après, quand j'ai regardé le cinéma, je me suis dit quel métier. Et donc là, ça a été l'image tout de suite Ah oui. parce que j'avais quand même une petite tendance à bien aimer, mais bon, je me sentais pas de faire de la peinture. Mon père est peintre, donc, mais bon, je sais pas dessiner, donc voilà. Enfin, je me sentais pas d'aller dans. Donc en fait, le cinéma, je pense que c'est un peu par hasard bien tombé. Donc je sais pas si lui, me voyant, avait calculé que c'était quelque chose qui pourrait bien me correspondre et tout. Mais après, toujours est-il que ça m'a beaucoup plu et je suis partie assez à fond dedans, quoi. Donc Donc vous avez fait des études de cinéma? voilà, donc du coup, bah, je me suis renseignée. Il y avait deux écoles, hein. À l'époque, c'était l'IDEC, qui est l'équivalent de la FEMIS maintenant, et puis Louis Lumière. Et puis en Qu'on appelait fait, l'école de Vaugirard à l'époque, parce que oui, Vaugirard, c'était oui. rue de Vaugirard Enfin, nous, à à l'époque, un c'était moment. déjà plus rue Non? de Vaugirard, mais en tout cas. Et puis voilà. Et puis donc, du coup, j'ai choisi Louis Lumière parce qu'en fait, déjà plus pour l'image et en plus le concours, j'avais fait des études scientifiques, donc j'avais moins de chances de réussir le concours de l'IDEC où il fallait faire un dossier. Je me sentais pas du tout de le réussir. Donc voilà, donc je l'ai passé l'année du bac, donc évidemment je l'ai loupé, puisque je préparais plus le bac que le concours. Et puis l'année d'après, j'ai fait un an de fac à Sancier à l'époque, Fac de cinéma? cinéma, Ouais. voilà. En licence, ouais. Et voilà, donc et puis je l'ai repassé l'année d'après, et, en faisant mes petites révisions de maths, etc. Et puis je l'ai eu, quoi. Et voilà. Et Et en fait, à l'époque, c'était un BTS, donc enfin, je dis ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes? de scolaires quoi, dans dans la salle. Enfin, en tout cas, à l'époque, Louis Lumière, c'était un BTS de 2 ans, donc c'était beaucoup plus rapide. On pouvait rentrer directement après le bac, ce qui n'arrivait pas très souvent, hein, Parce que maintenant c'est franchement. une école supérieure, donc Maintenant, ouais, c'est 3 ans et ouais. demi, même, je crois. Enfin, c'est un peu comme la FEMIS, et il faut bac plus 2. Donc voilà, c'était plus simple à l'époque. Donc moi, ça a été assez vite terminé, en fait, puisqu'en fait, au bout de 3 ans après le bac, j'ai commencé à travailler, quoi. Mais déjà pendant vos études, vous êtes initié, donc vous avez fait vos premiers travaux d'étudiant ou Bah oui, comment? enfin, en fait, pendant l'école, j'ai fait plein de courts-métrages. Parce qu'il y avait plein de gens qui laissaient des petites annonces dans la cour de l'école en disant on cherche un assistant, on cherche un opérateur. Et du coup, j'y suis allée. Donc, du coup, j'ai fait plein de petits cours. Ça m'avait permis aussi de rencontrer les loueurs de matériel. Donc, en fait, quand je suis sortie de l'école, j'avais déjà un peu pratiqué. Les gens m'avaient déjà un peu vue. Donc, ça a été assez facile, en fait, après. Ensuite, alors il y a une hiérarchie en fait dans votre profession. Quand on commence, en principe, on est Xème assistant, puis on monte dans la. Bah, euh, moi, comme j'avais pas de famille dans le cinéma, que je connaissais personne, etc., je me suis dit que
le truc le plus droit et normal, donc l'école, et puis après toute la montée Des stages, des progressive. assistanats. Ouais, donc en fait, en sortant de l'école, à cette époque, tout le monde allait faire, enfin, on essayait d'aller faire un stage chez les loueurs de matériel, parce que c'était là où les assistants caméra faisaient leurs essais et c'était facile de les rencontrer. Donc j'ai fait ça. Et puis comme j'avais fait plein de petits cours, bah, ça a bien marché. J'ai tout de suite en fait été engagée sur un long métrage pour être Troisième assistante, deuxième ouais, en assistante. fait, j'étais deuxième, c'est-à-dire je mettais la pellicule dans les magasins. Les Mais magasins, c'est j'étais payée les boîtes qu'on met derrière la caméra. qu'on Vous met savez, sur la les caméra. oreilles de Mickey. Voilà ça. En fait. J'étais payée stagiaire, mais en fait, faisais le travail de deuxième. Ouais. Et puis voilà. Et puis en fait, je pense que j'étais assez bien profilée pour faire ce métier, donc ça a été facile dès le début en fait. Donc les gens m'ont ensuite reprise facilement. Voilà. Alors C'est enchaîné pas mal, là, quoi. on va montrer l'une de vos premières incursions dans le cinéma. C'est un court-métrage. C'est un court-métrage de Yann Kounen qui s'appelle Gisèle Kérosène. Est-ce que on peut présenter un peu les circonstances? Bah ouais, alors ce court métrage, en fait, donc j'ai commencé comme deuxième assistante caméra, donc j'ai fait plusieurs films et je suis revenue d'un film, je sais plus lequel, mais je crois que c'était un film aux États-Unis, mais je suis pas sûre, avec une boîte de 35 mm de pellicule, une boîte de 300 mètres, donc ça faisait à peu près 10 minutes de film qui restait. Et que je sais pas pourquoi, elle n'est pas retournée à la production, bref. Et donc j'ai rencontré Yann et je lui dis bah tu sais Yann, j'ai une boîte de 10 minutes de pellicule 35, c'est super si tu veux faire ton court-métrage. Parce qu'il voulait faire un court-métrage en pixelation, c'est-à-dire image par image. Donc c'est vraiment un truc qui consomme très peu de pellicule. Donc on est parti sur cette idée. Il m'a dit ah bah ouais super. Et puis on a fait un test de la boîte au labo, un test sans ITO pour voir dans quel état elle était. Et en fait, il s'est avéré qu'elle était périmée, enfin qu'elle était plus bonne, plus vraiment utilisable. Donc en fait, il a acheté de la pellicule, mais bon. Mais en tout cas, du coup, le court métrage, oui, ça a donné l'élan et ça a lancé le truc, quoi. Donc le film, en plus, ça a quasiment lancé sa carrière puisqu'il a tout de suite eu un prix. On va vous le montrer en entier. C'est un court-métrage, il fait 5 minutes, ça s'appelle Gisèle Kérosène. Merci.
Oh, scusi, pobre. Oh, no, dame, no, el pistolero, grazie. Es el grano, la pelota, tú. El tiempo, sí, boy, a la procera, qué mala, Alors, c'est un film qui a été tourné à la Défense, Bah Paris, oui, ça a été tourné à la Défense. Ça se image voit. par image, Image par image avec un caméflex une petite caméra. les anciennes Enfin, caméras qu'on servi dans les films de Godard etc. de la nouvelle vague, quoi, en tout cas. Comme on n'avait pas de son direct, on n'avait pas de problème de son, donc voilà. il y avait un storyboard, comment Ouais, en fait, Yann Kounen, il avait fait les Beaux-Arts et il faisait beaucoup de BD. Donc, il avait tout storyboardé. Et en fait, il avait fait plein d'essais parce qu'en fait, on tournait image par image, mais aussi à vitesse accélérée. Donc, les plans où on voit pas leurs jambes, où ils sont coupés de taille ou américains, ils étaient faits en vitesse à 2 images, 4 images secondes. Je me souviens plus très bien. Enfin, on avait fait pas mal de tests. Et il n'y a que vraiment les vols où on voit les jambes, où il faisait un saut, on faisait une image, un autre saut, on faisait une autre image. Donc c'était assez long, quoi. Mais ça marchait bien. Et donc effectivement, lui, il avait vraiment tout découpé. Donc on a pas mal tourné dans la Défense pour choisir les bons endroits. C'était hyper tôt le matin, là, parce que pour qu'il n'y ait personne. Non, justement, c'était oui. Enfin, je me rappelle plus. Je crois que c'était plutôt genre le week-end ou. Ah oui. Et puis on a essayé de trouver des endroits où il n'y avait pas en bas des immeubles des choses moches, quoi. Donc voilà. Et en lumière, il y avait. Lumière, il y avait rien, je crois. De quoi Enfin, on avait un poli. Franchement, on tournait que on avait 3 chaises roulantes. Il y en avait une pour la caméra, pour les plans où il se déplace. Il y en avait 2 autres pour les comédiens. Et moi, je me souviens, j'ai une photo où je suis attachée sur la chaise et je tiens les 2 autres chaises avec mes pieds. Et il y a quelqu'un qui tire tout l'ensemble. Et, euh, et donc, on avançait comme ça. Enfin, tout était très, très, très artisanal, avec pas d'argent. Mais franchement, ça donne un bon résultat, quoi. Alors, maintenant, vos débuts dans le long métrage, ça s'est passé comment? C'était progressivement? Vous avez été assistante, puis cadreuse ou c'est comme ça que Euh, ça se passe en général, la Oui, hiérarchie? oui, bah oui, j'ai fait ça un peu. Enfin, en tout cas, j'étais assistante deuxième, quand Oui. même longtemps. Je crois 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et après, j'étais première. Au début, j'ai fait un peu de pub en première. Après, j'ai refait du long métrage. Et le long Le- métrage, j'ai travaillé avec Thierry Arbogast. les premiers assistants, essentiellement, leur rôle, c'est quoi sur un tournage? Alors, donc le deuxième, enfin le premier en tout cas, c'est celui qui fait la mise au point. Et puis qui est responsable de la caméra, de tout le matériel. Le deuxième assistant, il l'aide. À l'époque, il chargeait donc la pellicule dans les magasins, donc il avait quand même une grosse responsabilité de pas voiler, de pas
bousiller la journée de tournage. Voilà. Le premier assistant, c'est encore plus de responsabilité parce que si le plan est flou, il est inutilisable. Oui, oui, oui. En même temps, premier assistant, moi j'aimais bien cette position parce que on est au centre du. Ouais. On est entre le réalisateur, entre les comédiens et entre le chef-op. Et on est vraiment aux premières loges et on voit tout ce qui se passe. Et franchement, j'aimais assez bien en fait cette place. Donc vous avez été assistante notamment de Thierry Arbogast, qu'on essaye chaque année de faire venir ici. Et il est très sauvage, il n'aime pas parler en public. Donc, vous adorez ça? Non, moi j'aime pas non plus, mais je commence à m'habituer avec le temps. Mais au début, je trouvais ça atroce, quoi. Et qu'est-ce que vous avez appris avec lui que vous n'aviez pas appris, par exemple, à l'école, quoi, en le voyant travailler? Qu'est-ce que j'ai appris Oui, particulièrement avec Thierry Arbogast, par exemple, avec quelqu'un. La rapidité, c'était un peu sa caractéristique. Et Parce qu'Arbogast, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, mais je le dis quand même. En fait, il avait commencé sur des films porno, en fait, comme assistant. Et il a vraiment commencé par la petite porte parce qu'il vient de la campagne et ils ont monté un ciné-club avec un copain et puis petit à petit, lui, il est devenu chef-op et le copain, il est devenu chef machinot. J'ai travaillé avec lui longtemps. Et en fait, Thierry, pour commencer, il a fait ce qu'il trouvait. Donc, il faisait des films porno, en fait. Et en fait, je pense qu'il était assez doué. Et petit à petit, il a piqué les clients de son chef-op. Et donc, il s'est mis à refaire à la place du chef-op. Et puis après, je crois qu'il a commencé sa carrière en faisant, par les gens de la FEMIS, enfin de l'IDEC, en fait, en faisant des courts-métrages IDEC. Et quand vous dites la rapidité, parce que souvent, ce qu'on demande à un chef opérateur, c'est de ne pas faire perdre de temps sur les tournages pour les installations lumière, c'est ça Oui, c'est ça. Enfin, en fait, je dis la rapidité, puis c'était aussi la simplicité. Il allait, enfin, une façon d'éclairer assez. Enfin, je ne sais pas s'il éclaire toujours comme ça, je vois plus trop ses films. Mais oui, c'est vrai que sur un tournage, le temps est compté, donc tout coûte cher. Donc plus ça va vite, plus les autres sont contents. Les producteurs, les réalisateurs, parce que le temps qui reste, ils peuvent le garder eux pour s'occuper des comédiens. Et voilà. Les comédiens aussi. Les comédiens, par force, parce que du coup, ils ont plus de temps pour. Mais rapidité ne veut pas dire bâclé. C'est-à-dire que Arbogast, c'est une lumière qui, quand on voit les images, qui sont très travaillées. Donc, est-ce qu'il y a des trucs pour ça que vous avez appris avec lui? Je sais pas. Pas spécialement. Non, mais c'est juste que. Je pense que les gens qui sont rapides, c'est des gens qui prennent moins le temps de se poser la question. Je sais pas en fait pourquoi. Je sais pas. Vous avez dit hier en présentant Michael Colas que vous êtes quelqu'un qui est plutôt intuitive et instinctive dans la pratique de votre métier. Ouais. C'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un métier où on vous demande quand même de tout préparer et de vous entendre avec, pour le plan de travail, combien de temps pour préparer tel plan et quels axes. Oui, bien sûr. Je fais quand même de la préparation, hein, c'est normal en amont du film. Mais ce que je disais hier, c'était que je me méfie de moi-même et que donc je peux très vite m'auto-censurer quand je me mets à réfléchir en me disant est-ce que je vais faire ça plutôt que ça, et là du coup je me dis mais en fait c'est nul. Ça et ça, les deux sont nuls, et donc je peux rapidement me retrouver bloquée. Donc j'ai remarqué au début de ce métier, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a bien marché, et aussi le truc de la rapidité, c'est que il fallait aller vite, donc on n'avait pas le temps de réfléchir, et il fallait tout de suite proposer quelque chose, et du coup dans cette façon de faire, je me sentais beaucoup mieux, et j'étais plus performante. Enfin, je sais pas, tout ce que je faisais, c'était mieux. Comment s'est passé le passage donc à chef opérateur? C'est par le biais des courts-métrages et puis ensuite comment vous avez franchi le cap? Eh bien donc j'ai fait donc plein de trucs comme première avec Arbogast. Oui.
Et puis, on a fait un film de Téchiné qui s'appelait J'embrasse pas, Oui. avec Emmanuel Béard. Et à la fin du tournage, Téchiné voulait faire des plans Super 8 dans une caserne de para. Et Thierry ne pouvait pas parce qu'il avait un autre film derrière. Il m'a dit, bon, bah, c'est du Super 8, hein, tu vas pouvoir le faire toute seule. Donc, je l'ai fait. Et je ne sais pas pourquoi, Téchiné, il a trouvé ça génial. Et il m'a dit, mais c'est super, mais est-ce que tu fais aussi des courts-métrages comme opératrice? J'ai dit, bah oui, j'en fais un peu, de temps en temps, oui, quand même, j'en fais. Et du coup, le film d'après, qui était ma saison préférée, il a décidé de le faire entièrement à 2 caméras et de me proposer de cadrer la 2e caméra. Donc Arbogast faisait la première. Et puis voilà. Et puis en fait, ça s'est super bien passé. Deneuve était très ravie que je sois là. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'étais une femme, j'avais l'air jeune, donc quelque part elle trouvait ça fascinant. Je sais pas. Et comme elle était très copine avec Téchiné, je pense que ça a beaucoup joué. Et donc, elle me disait, Jeanne, vous avez les épaules larges, hein. Parce qu'en plus, Arbogast avait hyper peur d'elle. Donc, en fait, souvent, il me redonnait la caméra sur Catherine, en fait. Donc, c'est moi qui cadrais Catherine. Et lui, je ne sais pas pourquoi, en fait. Et donc, voilà. Et donc, après ce film, il a décidé de faire Les Roseaux Sauvages, qui était un film pour Arte au début, donc un petit film dans une série qui s'appelle comment? Tous les garçons, Tous les garçons et les filles, qui a été une super série de films pour Arte, avec plein de réalisateurs vachement bien. Et donc voilà, après ce long métrage, ils se sont dit, quand il a commencé à écrire le scénario et que le scénario était fait, il s'est dit quand même, c'est pas mal cette histoire. Donc il s'est réservé la possibilité d'en faire un long métrage avec le producteur qui était Alain Sard, en se disant, bah, si on se laisse 15 jours de tournage, si au bout de 15 jours ça marche, on continue en long, quoi. Et on verra ça tout à l'heure à 13h30, en fait. Ah bah oui, c'est ça, Bah c'est oui. le film qui est Et projeté alors après. là, l'extrait qu'on a choisi après, c'est un extrait du film Sous le sable de François Ozon. Alors vous aviez déjà travaillé avec Ozon avant, Sous le sable. Oui, j'avais fait Goutte d'eau sur pierre brûlante. Comment est-ce que vous avez fait sa connaissance parce que En fait, tout n'est pas super rose. Donc après les roseaux sauvages, j'ai fait les voleurs. Et après les voleurs, Téchiné, Oui. de Téchiné, j'ai commencé à préparer Alice et Martin. Et en fait, au dernier moment, il a changé d'avis. Et donc, j'ai pas fait le film. Donc, j'ai eu un petit creux. Et après ce creux, il y a Ozon est arrivé. Enfin, j'avais fait aussi un film avec Gaël Morel qui s'appelle À toute vitesse. Et ces gens-là ont fait que... Enfin, en fait, Ozon est venu me voir pour me proposer le film d'avant, Goutte d'eau. Je sais plus comment il s'appelle. Les amants criminels. Pardon ? Les amants criminels. Ouais, les amants criminels. Et en fait, j'étais pas dispo, je sais plus pourquoi. Bref, du coup, je l'ai pas pu le faire. Donc, il m'a rappelé pour Goutte d'eau. Sur pierre brûlante. Sur pierre Ouais. brûlante. Et ensuite pour Sous le sable. Donc, alors, juste avant vous allez voir un extrait du film. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est l'histoire au début l'histoire d'un couple qui arrive en vacances. C'est Charlotte Rampling et Bruno Kremer. Et puis, le premier jour, il y a le mari qui part nager et qui disparaît. Et Charlotte Rampling, donc le personnage de Charlotte Rampling, se retrouve seul. Et petit à petit, on est amené à se dire qu'il est mort en mer, mais elle refuse en fait de considérer que son mari est mort. Donc le film est construit en 2 parties. On va peut-être en dire peut-être juste un petit mot sur le tournage parce que c'est assez particulier. Vous êtes 2 chefs opérateurs au générique. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Antoine Héberlé. Voilà. Ouais. Et il est marqué au générique de fin Antoine Héberlé, entre parenthèses été, Jeanne Lapoirie, entre parenthèses hiver. Qu'est-ce que. Non, c'est parce qu'en fait, il y avait un problème de disponibilité. J'ai pas pu faire qui était la première partie, en fait. Oui. Je crois. En fait, je me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, Antoine Il a Héberlé, il a fait la partie, tout ce qui est à la plage. Oui. Du début, parce que après nous on est retourné à la plage à la fin, et tout ce qui est dans la maison quand elle est avec son mari avant qu'il soit mort, en gros.
jusqu'au moment où il disparaît. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Parce que vous n'étiez pas libre. Ouais. En fait, je me souviens plus. Et en fait, parce que je sais que le tournage s'est fait en 2 fois, il y a eu une interruption de plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre. Oui, il y a eu un gros arrêt entre les deux. Franchement, je ne m'en rappelais plus très bien quelles sont les circonstances, quelles ont été les circonstances, mais oui, en tout cas, soit j'étais pas libre et donc c'est Antoine qui m'a remplacée. Et je crois que c'est pendant cette interruption de tournage, me semble-t-il, Ozon m'a dit qu'il a écrit ou réécrit toute la partie qui restait, parce qu'il était aussi un peu bloqué, apparemment. Ah ouais. Enfin, en tout cas, on va voir un extrait de la deuxième partie du film. Donc celle que j'ai fait moi, quoi. j'espère. Où Charlotte Rampling, donc le personnage qu'elle joue, rentre chez elle. Maintenant, elle habite seule et elle écoute son répondeur. Jean, tu es là? Jean? Tu es là?
Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images de ces Bah, dates en fait, c'était tourné en Super 16 et je trouve que c'est beau. En fait, les couleurs sont. Enfin, je l'ai pas revu depuis le tournage, en fait, le film, mais non, je trouve que. En fait, à une époque, j'ai travaillé. En fait, les roseaux sauvages, je l'ai fait en Super 16 et je travaillais beaucoup avec un labo qui s'appelait Telsi Pro et je trouve qu'il faisait un gonflage qui était magnifique avec des super couleurs. Alors, on va juste expliquer un petit peu. Le format habituel des longs métrages de fiction à cette époque-là, c'est le 35 mm. Et parfois, pour certains, soit des films télé, soit des films à budget restreint, on peut utiliser moins de pellicules, c'est-à-dire pour que ça coûte moins cher. On tournait dans un format intermédiaire qui était moitié plus petit, donc qui utilisait 4 fois moins de pellicules. Et ensuite, ce format-là était gonflé en 35 mm pour son exploitation, notamment en salle ou pour le passage à la télévision. Il y a une chose très belle. Donc c'est un film qui raconte la solitude d'un personnage et la relation entre le personnage et son environnement, qui est très bien dépeint ici, passe aussi par la lumière, passe aussi par l'image. Et il y a ces alternances d'ombre et de lumière sur elle quand elle traverse l'appartement. Il y a aussi les reflets, les vitres qui la séparent, soit qui lui renvoient sa propre image, soit qui la séparent du monde extérieur. Alors ça c'est quelque chose, c'est genre de parti pris qui est décidé en préparation avec... François, il découpe tout seul en fait. Donc c'est lui qui cadre, c'est lui qui fait le découpage et il est très assez précis dans ce qu'il veut et donc il vous donne. C'est pas vraiment un film où moi j'ai beaucoup participé au découpage quoi. C'est oui, donc il nous donne, surtout il fait son truc. Un peu tout seul. Quoi. Et vous, c'est la lumière. Et donc, moi, c'était plus la lumière, oui. C'était même que la lumière. Bon, après, on discutait, mais il n'est pas très ouvert à la discussion ou aux propositions extérieures. Il aime bien décider seul, en fait. Je pense qu'il a commencé même lui-même à faire des films tout seul où il faisait tout. Et donc, je pense que même s'il pouvait faire la lumière tout seul, il le ferait, il me l'a déjà dit. Il m'a dit, bon, là, je suis obligée de le déléguer à quelqu'un, mais en réalité, si je pouvais le faire moi-même, je le ferais. Quoi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai montré une séquence entière, donc qui est divisée en plusieurs décors, qui commence dans le noir. C'est-à-dire qu'au début, elle entre, l'appartement est dans le noir et on voit sa silhouette, et qui se termine dans le noir quand elle éteint la lumière. Alors ça c'est quelque chose qui, dans le scénario, c'est marqué, ou c'est quelque chose dont vous discutez avec lui ? Je pense que c'était marqué dans le scénario. Après, on avait des discussions de lumière et on s'entendait bien. Quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on avait vraiment les mêmes goûts. Et je pense que aussi sa façon de filmer... J'aimais bien aussi. Enfin, donc franchement, précisément, je sais pas, mais je pense que c'est soit des choses qui étaient dans le scénario, soit des choses qu'il a faites au montage aussi. Mais oui, c'était quand même. C'est pas moi qui ai dit tiens, on va allumer là et on va. Parce que c'est vraiment des trucs de mise en scène, donc c'était lui qui décidait quoi. Après, en plus, ce film, je me souviens. Parce qu'on en a reparlé après sur d'autres films, parce qu'il n'a vraiment pas eu beaucoup d'argent sur ce film-là, et alors que sur les films d'après, plus. Et il disait, ce qui était bien avec Sous le sable, c'est qu'en fait, je n'avais pas le choix, donc je tournais peu de plans, je tournais vraiment les plans que j'avais décidés et pas plus, je me couvrais pas du tout. Et il me dit maintenant, en fait, j'en tourne plus, puis après, du coup, quand j'arrive au montage, je me sens obligée de les monter parce qu'ils existent. Et il me dit au moins, Sous le sable, c'était plus radical. Il y avait une rigueur, et c'est vrai, ouais. Et on sent, même dans le tout petit bout qu'on a vu, que c'est quand même assez radical la façon dont c'est découpé et dont c'est filmé. Quoi. Alors, c'est un film aussi qui a signifié une sorte de renaissance pour l'actrice principale, Charlotte Rampling, qui venait d'une longue traversée du désert et qui tout d'un coup, le film a été un succès international. Pas en nombre d'entrées, mais il a été vu énormément partout. Ça a relancé sa carrière. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot de vos relations avec les acteurs et avec cette actrice-là en particulier ?
Avec Charlotte, enfin en général, moi j'ai des bonnes relations avec les acteurs. Après, avec Charlotte, c'était un peu comme avec Matt Mikkelsen. J'étais un peu intimidée, donc on s'est pas beaucoup parlé. Et en plus, comme je cadrais pas et que François cadrait et que François a quand même des très très bonnes relations avec ses comédiens et très proche d'eux, il n'y a pas tellement de place pour l'opérateur. Dans cette configuration-là. J'ai plus eu Charlotte, je l'ai retrouvée sur Benedetta et on a beaucoup plus échangé que sur celui-là, quoi. Ben, on en reverra un extrait tout à l'heure. J'espère qu'on aura le temps. Le troisième extrait plutôt, c'est un premier film et d'une réalisatrice avec qui vous avez beaucoup tourné ensuite. C'est Il est plus facile pour un chameau. C'est son premier long métrage. Comment ça se passait à l'époque pour pour préparer ce premier long métrage qui devait être assez lourd pour Valeria Bruni-Tedeschi parce qu'en plus elle joue le rôle principal. Donc une grosse responsabilité, j'imagine, vous incombait. On en parle maintenant ? Oui. Ouais. Oui, c'est l'opposé de François. C'est-à-dire que donc Valéria, qui elle est une actrice donc sa force, c'était de savoir diriger les comédiens. Mais tout ce qui était découpage, mise en scène, et tout c'était très la caméra, flou pour elle, quoi. Donc même si elle avait quand même tourné sur beaucoup de films, donc là du coup je me retrouvais avec beaucoup plus une position de proposer du découpage et alors celui-là je me souviens plus parce que c'est vraiment le premier et qu'on en a fait pas mal d'autres derrière. Alors je sais pas si c'est pour celui-là ou pour d'autres, mais elle me disait je veux que tu fasses le plan le plus long possible, c'est-à-dire qu'il couvre le maximum de texte dans la séquence pour que les comédiens puissent jouer sans s'arrêter, sans couper tout en petits morceaux, et pour les mettre au mieux dans leur jeu, quoi. Donc c'était un peu la direction voilà. Bon, de sa mise en scène. alors, on va voir un extrait du film. Alors, il faut juste, pour vous replacer très schématiquement de quoi le film parle, c'est un film qui est plus ou moins inspiré de la propre expérience de Valeria Bruni-Tedeschi, mais avec une sorte de distance qui est amenée aussi par le fait que c'est une comédie. C'est comme si c'était un peu une autodérision de certains des problèmes qui lui sont propres. Elle joue le rôle principal et essentiellement le problème majeur de son personnage, de celui qu'elle incarne, c'est que c'est la pauvre petite fille riche, c'est-à-dire qu'elle a énormément de complexes parce qu'elle est très très riche et dans une famille très très riche. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi beaucoup de problèmes. Elle a des problèmes avec son éducation religieuse et du coup tout ça fait qu'on voit ces relations à la fois de famille et de couple. Au début, le film devait s'appeler « Moi aussi, je suis communiste ». Voilà. Je dis que tu es belle. Tu es la plus
plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Tu es ma femme préférée. J'ai été fou de te quitter. Fou et aveugle. Excusez-moi, est-ce que je pourrais me confesser? Aujourd'hui, je m'excuse, mais ce sera pas possible. Peut-être après? Non, j'ai un baptême aujourd'hui, c'est pas possible. Je suis désolé. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour vivre Jésus le Christ, rejetez-vous l'esprit du mal qui est à l'origine de tout péché. Je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Oui, nous croyons en Dieu. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert la passion, J'ai envie de te prendre, qui a été enseveli, Prends qui est ressuscité d'entre les morts, par qui derrière. est assis à la droite du Père, de te faire un peu mal, de regarder ton cul, de t'entendre crier. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous cherchez? Je sais pas. Parce que je suis pas un psychanalyste. Je suis seulement un prêtre. Alors voilà, il y a une des originalités de ce film, c'est qu'à tout moment, on est dans l'imaginaire de la protagoniste. Donc il y a ces scènes un peu rêvées ou fantasmées, y compris avec parfois des plans qui sont des plans de dessin animé, comme le ciel étoilé. Ça. Donc comment est-ce que vous avez travaillé ce qu'on appelle le réalisme ou le fantasme ou le fantastique dans ce film, si vous vous souvenez? Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est-à-dire, en fait. C'est un film il y a toujours une distance. Oui, c'est ça. C'est un ton particulier. C'est son ton, elle aime bien, elle voulait mélanger effectivement du dessin animé, des choses plus réelles. Bon, c'était... Mais bon, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ce film, franchement, je ne l'ai pas revu, jamais. Enfin, y a d'autres films que j'ai reprojetés, j'ai un peu revu celui-là, j'aimerais bien le revoir d'ailleurs. Ça vous donne envie de le revoir? Mais carrément, ouais. Je pense que... C'est un film très drôle, il est vraiment avec drôle, un ton ouais. original. Et puis, ces scènes un peu rêvées dont on se demande toujours si c'est vrai ou non.
Bah non, mais ça c'était dans l'écriture. En fait, Valéria, elle est quand même débordante d'imagination. Donc je me souviens quand on tourne ses films, elle rajoute au début de la scène, elle en rajoute à la fin. Au fur et à mesure des Quand elle prises. en remet pas au milieu aussi. Et oui, elle fait beaucoup de prises et elle est tout le temps en mouvement, c'est-à-dire je veux dire c'est jamais le texte écrit et je dis le texte et c'est tout. Elle va changer le texte, elle va le rajouter, elle va avoir une idée au dernier moment, puis la prise d'après une autre idée qu'elle va rajouter. Donc c'est toujours très très foisonnant d'idées, Et quoi. le fait qu'elle soit à la fois devant et derrière la caméra, c'est-à-dire elle est actrice et réalisatrice, ça vous donne pas une responsabilité supplémentaire puisque Si au début sur ces films-là, plus après, au fur et à mesure. Enfin, en fait, Valéria, j'ai fait ces films, puis après, je l'ai encore eu dans le film de Catherine Corsini Comme qui actrice, s'appelle ouais. La Fracture. Ouais. Et du coup, maintenant, je pense elle a acquis une maîtrise beaucoup plus développée qu'à l'époque. Et sur le film de Corsini sur La Fracture, Corsini me disait, bah, en fait, je vois que c'est une réalisatrice. Elle met en scène ses ça- plans. Enfin, ouais. c'est vrai qu'au tournage, pour la mise en place, pour les mouvements. oui, enfin, oui, en fait, pour les déplacements, elle proposait des déplacements d'acteurs qui faisaient intervenir les autres aussi. Enfin, donc, moi, quand j'ai commencé Plus facile pour un chameau, c'était pas du tout comme ça. C'était vraiment toute son imagination et c'était sur les acteurs. Et vous, elle vous demandait de Et suivre. on avait fait des découpages, en fait, je me suis rappelé en le voyant, on avait fait quand même des séances où on s'était dit, bon, telle scène, qu'est-ce qu'on veut raconter et comment on la filme. Donc il y avait quand même des choses qui étaient déterminées. Et après, moi, j'ai proposé beaucoup de choses, beaucoup de façons de filmer. Et ensuite, après, quand j'ai dit tout à l'heure, elle me demandait de faire les plans les plus longs possibles. C'était pas pour ce film-là, c'était pour des films suivants où on faisait quasiment presque des plans fixes. Très larges, où il y avait tout presque comme au théâtre, et là où on essayait de faire le maximum de la séquence possible. Mais c'était pas le cas sur celui-là. Celui-là, il est plus découpé, ce film, et il y avait plus un découpage qui avait été pensé à l'avance, quoi. Alors, j'en profite juste pour faire une petite incise. Quand vous avez commencé dans ce métier, c'était essentiellement un métier d'homme, l'image. Et les choses ont changé un petit peu avec votre génération et d'autres chefs opératrices qui sont arrivés. Est-ce que c'est quelque chose dont vous étiez très consciente à l'époque ou bien Oui, à l'époque, je me suis dit que j'allais faire un métier d'homme. Et je crois que ça me plaisait bien, en fait, dans l'idée. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Oui, bah, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas tellement de femmes. Il y en a eu quelques-unes avant moi, quand même, qui ont bien ouvert la voie. Oui, et Caroline Champetier, Agnès Godard, des gens comme ça. Et puis avant elle, Nourrit ta Dominique Vive, Le Rigoleur. ouais. Donc, effectivement, déjà, quand je suis arrivée, c'était un peu plus facile, mais Dès vos études, il y avait plus de dans garçons, ma classe, ou, on était 4 filles sur 24 élèves. Donc, c'est pas beaucoup, quoi. Et ensuite, quand vous avez commencé à faire des longs métrages, vous avez vu que Bah, moi, je vois que ça a beaucoup, beaucoup changé, ouais. quoi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, déjà des assistantes à la caméra, il y en avait peu. Mais par exemple, des filles à la régie, il n'y en avait pas du tout. À la mise en scène, très peu. Et maintenant, il y en a sur tous les postes des films, quoi. Et de plus en plus qui passent des régisseuses qui deviennent directrices de production. Maintenant, il y en a beaucoup des directrices de production. Franchement, à l'époque, moi, j'en avais pas rencontré. Et est-ce que vous avez l'impression que vous avez été entravé dans l'accès à certains longs métrages, par exemple, par le fait que vous étiez une femme et qu'il y avait des préjugés à l'époque? Bah, moi, pas tellement, parce Ouais. qu'en fait, mon premier long métrage était avec Téchiné, qui est homosexuel, donc qui n'avait pas ce genre de problème, qui au contraire, je pense, était heureux de travailler avec une femme. Et ensuite, le fait que j'ai fait ce film-là, ça m'a amené beaucoup d'autres films avec d'autres homosexuels. Ensuite, j'ai travaillé aussi avec des femmes, donc Valéria. Donc, j'ai jamais vraiment. Donc, c'est vrai que les hommes sont pas venus tellement me demander de faire leur film, les réalisateurs. J'en ai fait, mais plus tard, quoi. Il n'y en a pas eu tellement au début, mais en fait, je ne l'ai pas vécu, moi, j'ai pas eu L'ostracisme, non, j'ai pas eu de problème, en fait. C'était pas un sujet. Vous Vraiment aviez des pas, quoi. assistantes
Oui, j'ai eu de tout. Enfin, des garçons, des filles. Maintenant, plus de filles, parce qu'en fait, il y en a plus. Ouais. Maintenant, je fais des films où on est plus que la moitié de femmes sur un plateau. Et plusieurs fois de suite, quoi. Ça fait plusieurs films que j'enchaîne. Et en tout cas, c'est même pas une volonté, je pense. Ça se fait comme ça, par hasard, quoi. Donc, je pense que vraiment, les choses ont beaucoup changé. Il y a encore beaucoup à faire, mais moi, je suis assez optimiste, on va dire. Alors, je vais juste rappeler un petit peu les dates. Gisèle Kérosène, c'était 1990. Sous le sable, c'était 2000, donc 10 ans après. Le film dont on vient de voir un extrait, Il est plus facile pour un chameau, 2003. Et maintenant, alors, c'est un film très particulier, c'est un film de 2009 qui s'appelle Independencia, d'un cinéaste philippin assez radical et que connaissent bien les festivaliers. Dites-nous peut-être un petit peu quelque chose de la collaboration avec ce cinéaste et sur ce film-là en particulier, qui est en noir et blanc. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré. Raya Martin, il s'appelle. Ouais, je l'ai rencontré à Cannes. En buvant un coup, je me souviens plus à quelle occasion, mais en tout cas pendant le festival de Cannes. Et je crois qu'il avait donc vu des films que j'avais faits. Il m'a dit non. Donc voilà, il m'a proposé comme ça de travailler avec lui parce qu'on s'était rencontrés et qu'il avait vu les films que j'avais faits. Et vous aviez vu ce qu'il avait fait ou non? Non, Non. mais je l'ai vu après. Ouais. Non, je crois qu'il avait fait qu'un film avant. Ouais. Et voilà, et donc c'était un film très court. Ouais. Parce que d'habitude, il fait des films très longs. Non, mais très court en temps de tournage. En temps de tournage. Ouais. Parce qu'aux Philippines, ils tournent vraiment. Les acteurs sont engagés pour 24 heures, en fait. Donc, ils viennent avec leur lit, qui posent dans un coin, des fois même avec leur masseur. Et tous les gens dorment partout sur le plateau, parce qu'en fait, ils font des journées entre 12 et 16 heures. Et ils font des films nous, on a fait en 15 jours, c'est-à-dire 3 semaines, quoi, en fait. De 5 jours. Donc, et encore, c'était déjà pas mal long. Souvent, ils font des films en juste 2 semaines de tournage. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais donc, en tout cas, moi, après le film, peut-être on en parle. Oui, juste mettre un peu le film en contexte, parce que je vais vous montrer la fin du film. C'est un film qui est en noir et blanc. C'est une période historique de l'histoire de son pays, les Philippines, et de la colonisation des Philippines. Et c'est aussi l'histoire d'une sorte de famille recomposée. Et vous allez voir à la fin un petit garçon qui représente un peu l'incertitude du pays. Ça se passe dans les années 60, je pense. Non, ça se passe à partir de après la guerre. Oui. Et dans les années 50. Oui, me je m'en semble-t-il. demande, c'est pas avant, mais c'est juste après l'indépendance des Philippines. Et en fait, lui, c'était son inspiration, c'était des photos de l'époque, mais qui sont plus anciennes que ça. Et il voulait c'est pour ça qu'il voulait qu'on tourne en noir et blanc, et Comme les photos d'époque. comme les photos de cette époque, en fait. Ouais. Et ce que vous allez voir, c'est un petit garçon qui est perdu dans une forêt où son beau-père, enfin l'a emmené. Ensuite, le petit garçon va être amené à se confronter à une éventuelle indépendance. C'est la fin du film, donc en noir et blanc, et le dernier plan est en couleur. Oui, alors en fait, on a tourné en couleur parce Oui. que c'était plus simple pour des questions de labo, parce que tous les films qu'on voit depuis le début, là, ils sont tournés en pellicule. Pour l'instant, il n'y a pas de numérique dans ce qu'on a vu. Et là-bas, c'était aussi en pellicule. Et donc, question laboratoire, c'était compliqué le noir et blanc. Donc, on a fait de la couleur qu'il a passé en noir et blanc à l'étalonnage, et donc, sauf la fin, quoi. Alors, je suis désolé pour la copie qui n'est pas très bonne, alors D'accord. que moi j'avais vu le film en salle et que c'était en 35 mm noir et blanc sublime. Mais bon, voilà, on n'a pas trouvé. On va voir. Merci. J'ai pas vu.
Ama! Ama! Umuwi na po tayo! Ama! Ama! Ina. Ina. Saan ka nang galing, bata? Doon ba? Oh my, look at him. Get him, Smith!
Voilà, donc c'est un film étrange, tourné en studio, donc avec un côté théâtral. Même. Oui, en fait, c'est sur ça qui était assez exceptionnel sur ce tournage, c'est que du studio. Le décor, il fait 10 mètres sur 10, donc il est tout petit. C'est un carré, quoi. Et ils avaient fait peindre par des étudiants des Beaux-Arts des fonds de 5 mètres de large qui étaient bifaces. Et donc et avec différentes ambiances, c'est-à-dire le jour, la nuit, différents endroits de la forêt. Et dans le carré de 10 mètres sur 10 au milieu, il y avait quelques faux arbres et plein de plantes. Et à chaque fois, donc on tournait d'un côté ou de l'autre. Enfin, on avait 4 faces du cube utilisables. Ils changeaient les fonds. Donc les fonds en toile peinte, l'idée c'était de reproduire les photos de l'époque où justement il y a un décor peint derrière. Et avec, comme dans un studio photo. Ouais, en fait. voilà, Ouais. avec des accessoires devant. Donc c'était ça l'idée du film. Et donc on faisait ça et ils changeaient toutes les plantes de place. Moi, je changeais toute la lumière. C'était en studio, donc on avait installé de quoi faire tout. Parce qu'il y a des tas de scènes de poursuite dans la jungle et tout ça. Enfin, Ouais. dans le Et film. puis il y a des scènes d'orage avec des éclairs, il pleut, il y avait des trompes d'eau, des grosses flaques comme ça par terre dans le studio. Et non, c'était assez incroyable. Et le rendu, bon, on se rend pas bien compte parce que là, la copie est vraiment. Il y a une définition nulle, mais donc on voit pas très bien, mais on sent quand même que les fonds sont peints en fait. Et il y a plein de scènes de jour, de nuit, soleil, pas de soleil. Franchement, ça marchait hyper bien, c'était super beau. Et en fait, le noir et blanc aidait aussi beaucoup. Et on avait un autre décor pour, là on le voit pas, mais un intérieur de la maison de la famille où il y avait une fenêtre qui est carrément peinte. Moi, j'éclairais le petit carré de la fenêtre pour faire croire qu'il y avait de la lumière dehors. Enfin, tout était complètement fait. Ils ont mis des animaux là, comme on voit un peu dans le film. C'était assez, c'était super quoi. Et c'est votre seul film en noir et blanc? Je crois. Ou, enfin, c'est rare en tout cas. Ouais, je crois pas. Et, j'en ai fait beaucoup d'autres, et quoi. dans ce cas-là, sur le tournage, vous êtes obligé de faire abstraction, enfin, d'imaginer ce que ce sera quand ce soit en noir et blanc, c'est-à-dire votre lumière. Non, parce qu'on avait le moniteur était en noir et blanc. Ouais. Donc on voyait quand même. Et alors surtout, on voulait faire l'effet des caméras d'époque où la luminosité n'est pas stable. Donc j'avais un petit bouton avec un petit moteur pour changer le diaph et pour faire des variations. Non, je crois que je Un faisais effet un peu stroboscopique, c'est des ça? variations Ouais. de vitesse et ça faisait des variations d'exposition. On avait fait plein de petits comme ça. J'avais quand même un peu filtré pour que ce soit pas trop piqué. Bon là. Là, tout d'un coup, c'est complètement flou, mais en fait, on avait vraiment recherché à ce que ça ressemble à des photos d'époque et ça avait assez bien marché. Et C'est drôle à faire. C'est intéressant le noir et blanc parce que là, la lumière, du coup, est capitale puisque c'est elle qui fabrique l'image. Ouais, c'est sûr. Mais bon, maintenant, comme on voit. Bon, c'est vrai que là, on était encore en pellicule, donc on n'avait pas le rendu direct, c'est vrai. Donc j'ai oublié parce que j'ai tellement l'habitude maintenant de savoir que sur le moniteur je vais voir ce que je vais voir plus tard. Là c'était encore une époque où j'avais un retour vidéo mais qui n'était pas forcément complètement ce que serait ce que rendrait la pellicule au final après développement quoi. Alors, je regarde ma petite liste d'extraits. On en a encore 2. Je pense que le prochain extrait c'est Benedetta. Juste. Absolument, donc 2021. On saute encore une décennie. Alors, Benedetta, c'est un film de Paul Verhoeven qui se situe. C'est un film d'époque qui se situe au Moyen-Âge. Ouais. Et c'est l'histoire de. Enfin, Virginie Efira joue le rôle d'une nonne qui va être accusée de sorcellerie et de perversion. Et non seulement elle, mais d'autres autour dans le couvent. C'est Charlotte Rampling fait la mère supérieure. Et il y a une jeune
nonne qui perd la raison, qui est jouée par Louise Chevillotte dans la scène qu'on va voir. Et je l'ai prise aussi parce que c'est un film où vous avez collaboré avec des effets spéciaux. Le film a quand même été tourné en décor naturel, mais Oui, le film a été tourné dans en Italie pour les extérieurs, oui. quelques décors aussi intérieurs en Italie. Pour le nonce, par exemple. Mais sinon, c'est tout le couvent, c'est deux abbayes en France. Et comment se déroule, parce qu'on va voir le résultat, mais comment se déroule la collaboration avec les effets visuels Là, on a fait beaucoup de prépa quand même en amont. On les avait rencontrés plusieurs fois. avec l'équipe décoration, l'équipe image et les effets visuels, comment ça se... Oui, avec tout le monde, avec Et la réalisation, le réalisateur, voilà, l'assistant réalisateur, le réalisateur, la déco, l'image et les effets spéciaux. On avait un découpage, forcément. Enfin, on avait un storyboard, je veux dire. Pour toutes les scènes Pour toutes les scènes d'effets spéciaux, il y avait un storyboard. Et de toute façon, Paul, pour le coup, lui, il découpe tout le temps, il dessine tout le temps, il dessine beaucoup en fait. Donc il visualise tous ses plans avant. Ouais, et puis il refait son truc 3 fois par jour, quoi. C'est-à-dire qu'il fait une fois en amont du film, une fois la veille du tournage, et puis il le refait le midi. Donc il laisse une à la place quand même cantine. pour adapter. Ah oui, ce qu'il a- après il le photocopiait, il le donnait à tout le monde, et quand je le regardais, il me disait mais pourquoi tu regardes ça? De toute façon, on va pas le faire, c'est nul. Donc, donc je pense que c'était plus lui c'est sa façon de pouvoir réfléchir. Il a besoin de le dessiner, de l'envisager, même s'il le fait pas ou s'il va le faire pas complètement exactement de la même façon, quoi. Et pour la reconstitution ou la recréation d'époque, est-ce que vous aviez des références picturales ou est-ce que c'était des choses où il vous donnait des... Moi, en fait, il m'a dit tu peux me montrer ce que tu veux. Enfin, si tu as des choses à montrer, montre-moi. En fait, j'ai rien montré parce que je me suis dit si je montre un truc et que ça lui plaît pas, ça va jouer en ma défaveur. Donc en fait, j'ai rien montré. Et lui, en fait, je pense qu'il s'en fichait un petit peu C'est pas quelqu'un. Il cherchait pas le réalisme. Oui. Mais je sais qu'avec la chef déco, on a eu plein de discussions. Et nous, on essayait de tirer vers quelque chose de plus réaliste. Et lui, il est quand même... c'est toujours un peu une bouffonnerie, ces films, quoi. Il y a un truc décalé. Donc, Virginie Efira, elle était blonde, platine, elle était bronzée. J'arrêtais pas de lui dire, mais tu sais, Virginie, elle est très bronzée. Est-ce que tu pourrais lui dire, parce que j'avais déjà tourné avec elle, je savais que c'est très difficile de l'empêcher de bronzer. Donc je m'étais dit, peut-être si je le dis à Paul, qui lui dit à elle, elle va le faire. Il me disait, mais moi, ça me va, hein, c'est pas grave, si elle est un peu bronzée, c'est pas grave, quoi. Je dis, mais enfin, Paul est nonne à cette époque, elle sort pas dehors, elle peut pas être bronzée, quoi. Et en plus, blonde, on voit bien que c'est une couleur. Mais en fait, c'était pas important pour lui, donc. Il y a une stylisation très, très poussée dans le film. Ouais. Mais en plus, je pense qu'il est très confiant dans tous ses collaborateurs et il donne assez peu de direction en fait, et même aux acteurs en fait. C'est-à-dire qu'aux acteurs, il leur disait bon qu'est-ce qu'il avait dit à Virginie? Bon maintenant tu sais ce que tu dois faire. En gros, débrouille-toi et t'as le scénario. Je t'ai donné mes 3 intentions et maintenant tout est dans tes mains. Et il reprenait jamais de prise pour le jeu en fait. Oui, d'accord. Il a toujours Si repris c'était des bon, prises on passait pour le rythme. Ouais. Ah oui, quand même. Pour le rythme, il pouvait dire il y a 12 images de trop. Enfin, il comptait en nombre d'images comme s'il était sur sa table de montage. Et cela, il était capable de refaire plusieurs fois les prises si ça tombait pas dans le rythme qu'il avait décidé. Et pour le jeu, c'était genre, c'est l'affaire des acteurs, ils se gèrent tout seuls, ils ont qu'à prendre leur coach s'ils veulent pour se préparer, mais ils n'intervenaient pas. Et je me souviens que Isabelle Huppert, elle disait la même chose pour le film d'avant, qui était Elle, ouais. que j'ai pas fait moi, et elle disait, c'est bizarre parce qu'en fait, il nous dit rien, en fait.
Donc, Et est-ce que c'est pareil avec ces techniciens? C'est-à-dire qu'ils vous laissaient proposer, ils disaient, Pareil. c'est votre travail, et vous lui Pareil. proposiez des choses? Parce que quand vous dites qu'il disait à l'actrice, je t'ai donné mes 3 intentions, est-ce qu'il avait donné des intentions, lui, pour l'image spéciale? non, moi j'ai eu un rendez-vous avec lui Oui. qui a duré 1 heure montre en main. Au bout d'1 heure, il a regardé sa montre, il a fait bon bah c'est bon. Je me suis dit bon, complètement raté l'entretien. Et en fait, c'était juste comme ça. C'était très Et réussi. il m'a en fait. posé que des questions techniques, de savoir comment j'allais éclairer à la bougie. Et est-ce qu'il voulait le faire à l'épaule? Est-ce que je me sentais de le faire à l'épaule? Parce que bon, je pense que comme je suis une fille, et voilà, qu'il a quand même 80 ans, d'une autre génération, si j'avais déjà tourné à 2 caméras, enfin, et il m'a rien demandé sur le film, sur les intentions du film. Je m'attendais tellement pas à ça, j'étais vraiment pas préparée. Et à la bougie, il me disait bon, tu vas pas éclairer comme Barry Lyndon où on voit que les bougies et pas le visage des comédiens. Je disais non, bah non. Et tu vas pas non plus suréclairer pour on voit qu'il y a un gros projecteur et que la bougie n'éclaire rien. Je dis mais non, Paul, on va pas faire comme ça, on va faire un truc entre les deux, tu vois. Et ça le donc, rassurait, et puis ça suffisait. je sais pas, je pense qu'après, c'est quelqu'un de très joueur, donc je pense qu'il peut être aussi un peu provocateur mais après, nous, on s'est très bien entendu et en lumière, je faisais ce que je voulais, quoi. Enfin, et je lui ai même proposé des choses qui étaient tournées, lui dire Paul, regarde, tu vois, à telle heure, le soleil va passer par la fenêtre, là, ce serait super. Si on se dépêche, on arrive à l'attraper. Et je crois que ça l'amusait beaucoup parce que je crois qu'il a fait beaucoup de films aux États-Unis où c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On va se dire bon, on va pas être emmerdé par le soleil, on va le couper, on va mettre un gros projecteur à la place. Donc là, il y avait un petit côté dangereux et incertain, je crois, qui lui a plu, quoi. Donc après, il me disait non, mais laissez-la faire ce qu'elle veut, Jeanne, c'est bon, quoi. Ah bah, donc ça vous va très bien, puisque vous êtes quelqu'un qui... Bah oui, en fait, non, la collaboration était sympathique. On s'est bien Alors, entendu. on va voir cette scène sympathique, vous allez voir. C'est une étoile? Une comète. La comète est juste au-dessus de notre couvent. Ça veut dire quoi? C'est un signe de Dieu, un avertissement. Quelque chose de terrible va se produire. Christina! Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Espèce de petite sale, qu'as-tu fait?
Chita, je vais lui imposer les mains et intercéder pour le salut de son âme. Intercéder. Ne la touchez pas. Il le faut. L'âme d'un suicidé va droit en enfer. Mais je peux intervenir. Retirez vos mains, éloignez-vous d'elle. Un mot de moi et Jésus tendra sa main pour la sauver des flammes. C'est toi qui me rends vivre. Salope de menteuse! Putain! Alors, on a vraiment l'impression que c'est un décor de studio. De studio? Enfin, un décor. Non, enfin, en tout cas, tout ce qui est en bas sur la place, c'est un vrai lieu. Ouais. Enfin, c'est la place qu'on a tournée en Italie. Et après, le reste est on s'est tourné en 3 parties en fait. Ouais. Donc la place, un toit d'un des couvents et Donc un autre décor. d'un autre endroit en France donc et en studio. Plus de la 3D où ils ont tout recréé, la comète, etc. quoi. Et en studio, oui, sur fond vert pour le saut, etc. quoi. Donc c'était pas mal de... Oui, ça c'était pour le coup très préparé. Quoi. Et voilà, et on a éclairé... donc il fallait refaire aussi la même lumière 3 fois. Quoi. C'est ça. Il faut que ensuite chaque élément du puzzle se raccorde avec bien, les autres. Et pour le toit, sur l'abbaye, on pouvait pas... J'ai utilisé des drones pour éclairer en fait. Parce qu'on ne pouvait pas mettre de nacelle parce qu'ils avaient peur que ça s'effondre en fait le sol. Donc on ne pouvait pas mettre de choses lourdes. Donc on a utilisé un drone. Un drone pour les projecteurs. Ouais, un drone éclairant. C'est bien, ça marchait super. Et en studio, on a refait. En fait, je sais plus dans quel. Enfin, on a tourné la place en premier, je crois. Oui. Oui, parce que c'est l'Italie, on l'a fait en premier. Avec Ensuite, on a fait le toit et en dernier, le studio à la toute fin du tournage. Donc, et alors, comment ça se passe au tournage? Vous aviez déjà, pour les repères de chaque plan? Bah oui, on savait que la comète était à tel endroit, que donc c'est là qu'ils regardaient. Donc, il y avait une sorte de simulation non numérique pour. Pourquoi pour la comète? Par exemple, quand vous filmez la place et puis que vous savez que il va y avoir d'autres éléments, comment ça je crois pas en fait. Je crois pas que c'est entièrement les gens des effets visuels qui. C'est vrai que des fois sur le plateau ils font des simulations, mais là pour cette scène-là, je crois pas qu'il y en ait eu. C'était vraiment des tournages séparés. Ouais, tournages séparés avec. Voilà quoi, enfin tout était déterminé à l'avance et mais ne serait-ce que les angles de prise de vue, enfin il faut que ça puisse matcher quand même, j'imagine. Ouais, bon, je me souviens plus vraiment dans les détails, mais en tout cas tout était storyboardé, les personnes des VFX étaient avec nous sur le tournage, donc eux ils prenaient leurs repères pour nous redire après comment faire les choses, quoi. Oui. Et vous disiez que, alors là vous retrouvez Charlotte Rampling des années après Sous le sable, vous disiez que là du coup peut-être parce que le réalisateur était moins directif, qu'il y avait une plus grande complicité avec les acteurs et les actrices. Bah oui, déjà j'étais au cadre, donc ça change beaucoup de choses. Et c'était une plus grosse équipe. Ozon, il est vraiment un peu chasse gardée sur ses comédiens. Et là, Paul, beaucoup moins. Donc effectivement, on discutait plus, quoi. Enfin, je sais pas, on était plus proches, puis on se connaissait déjà, et puis voilà, quoi. Mais ça arrive souvent que des réalisateurs laissent des acteurs discuter avec des membres de l'équipe ou heureusement, hein, sinon ce serait triste. Oui, mais y compris pour des intentions de jeu ou pour des. Ah non, mais moi je donne pas d'intention de jeu aux comédiens, hein. Jamais de la vie. Mais je leur dis ce qu'il faut faire. Je peux leur donner éventuellement des intentions de place. Il n'y a pas de demande de votre avis ou de. Les comédiens? Ouais.
quand une prise se termine, Si, ils ils vous me regardent tout de demandent suite. si je comment ils peuvent. Oui, bien sûr, ils sont toujours à l'affût de ce qu'on peut penser, de ce qui s'est passé, et des fois, je peux dire si je trouve que c'était bien ou pas bien, mais je vais pas leur dire. Enfin, en tout cas, si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire au réalisateur, qui le dira au comédien, mais je vais pas directement parler au Oui, c'est pour ça comédien, que je quoi. dis. Mais en revanche, oui, en tout cas, j'ai un avis sur ce qu'ils font quand je les vois jouer. Vous aimez. Et j'adore les voir. Et voilà, après, j'essaye de pas intercéder, comme dirait Virginie. Non, enfin, en tout cas, j'essaie. Voilà, mais bon, ils le savent que ça m'intéresse ce qu'ils font et que j'ai un avis sur ce qu'ils font et que quand on fait du découpage, je propose des choses et qui sont souvent en leur faveur, en tout cas pour les aider à jouer et dans un sens qui sert le film, la mise en scène, etc. Donc ils le savent ça. Et donc en général, c'est pour ça que j'ai des bons rapports avec eux en fait. Alors, on va terminer avec un extrait qui est l'extrait du film le plus récent, puisqu'il était nommé même au César dans plusieurs catégories. C'est le film de Catherine Breillat, son dernier film, l'été dernier. L'été dernier. L'été dernier. Alors, on va regarder l'extrait. Et puis ensuite, on dira quelques mots. Donc, c'est l'histoire du film. La protagoniste est une avocate qui a une liaison avec son beau-fils, c'est-à-dire avec le fils de son mari. Et évidemment, c'est une liaison qui est cachée à tout l'entourage. Et le jeune homme, lui, se sent un peu à l'étroit dans ce secret et aurait envie de le vivre de façon plus ouverte. Donc c'est une sorte d'explication entre les deux personnages, suivie d'une scène avec les deux époux qu'on va regarder, puis ensuite on en parlera. Hier, t'as conscience qu'on est passé à 2 doigts de la catastrophe? T'as été hyper méchante avec moi hier. Je pétais les plombs. Il faut en tirer la conclusion qui s'impose. Laquelle? Tu veux plus de moi? Non. Il faut mettre un terme à notre relation immédiatement. Tu m'en veux tant que ça pour hier? À mort. Tu veux tout dire à papa? T'es fou? Ce serait la pire des choses. T'as pas compris qu'on est condamné à garder le secret si on veut conserver un semblant de famille? T'en as conscience? Il faut que ton père se doute surtout jamais de rien. D'accord. On lui dira jamais quoi que ce soit, ni à lui, ni à personne. Promis. Promis. J'espère que je peux te faire confiance. Et à partir d'aujourd'hui, on arrête tout. Tu me vires, c'est ça? De toute façon, il fallait bien que ça s'arrête un jour ou l'autre. T'es jeune, t'oublieras vite. Et toi? Moi, c'est pas le même problème. Toi, t'as la vie devant toi, t'es libre. T'auras des dizaines de filles, tu feras ta vie. Si j'en ai pas envie? Tu dis ça parce que t'es jeune. Embrasse-moi. Je t'ai pas dit que c'était fini. Un baiser d'adieu, tu me le refuses? Embrasse-moi. Un baiser d'adieu, d'accord. Mais après, c'est terminé. Adieu.
Adieu, mon amour. Tu verras, tu seras tellement jalouse quand j'aurai des copines super roulées. J'aurai même plus envie de toi. Mina m'a appelé. Qu'est-ce qu'elle voulait? Je sais pas, elle a pas laissé de message. J'ai pensé emmener Théo dans le chalet et passer quelques jours avec lui en tête à tête. Je me suis libéré pour la semaine. Je crois qu'il a besoin que je lui consacre du temps, juste lui et moi. Bah, dis donc. Si après ça, il croit que tu l'aimes pas. Ça te pose un problème? T'as jamais fait ça pour passer du temps avec les filles? Bon, tu trouves que c'est une mauvaise idée? Non? Vous voulez venir? Moi, je pense qu'il y a besoin de passer du temps tout seul avec moi, entre hommes. Tu as sans doute raison. Voilà, Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin, dans ce film fort, je trouve, et dans lequel l'image raconte beaucoup de choses. Enfin, évidemment, il y a les personnages, il y a les acteurs, mais aussi le passage du décor éclairé, enfin du décor ensoleillé au décor ombragé. Le reflet derrière, enfin tout ça. Comment travaille Catherine Breillat? Catherine, elle est très... Elle focalise sur certaines scènes, qui sont les scènes les plus importantes pour elle. Et donc les scènes d'amour en premier. Et, en amont du tournage, vous voulez dire, quand vous discutez ou Oui, enfin, en tout cas, dans sa tête, ouais. et jusqu'au tournage. Et donc ces scènes-là, pour elle, elle les rêve la nuit, elle les pense. Enfin, c'est vraiment très important. Et là, elle dormait sur le décor. Et donc les scènes d'amour, pendant toute la nuit, elle les pensait. Le matin, elle arrivait, elle disait on va les faire comme ça. Mais elle les avait déjà pensées, déjà assez précisément bien avant. Et après, les autres séquences, beaucoup moins en fait. Du coup, elle se laisse beaucoup plus... faire des propositions pour les autres séquences. Donc celle qu'on a vue là, ça fait pas tellement partie des scènes qui étaient très importantes pour elle. Donc c'est des scènes qu'on a un peu trouvées. Par exemple la première là au début quand ils sont sous les arbres, on a pas mal cherché pour trouver l'endroit où ça allait en se fait, passer. vous arrivez en disant il faut tourner cette scène-là, et puis vous posez des questions. Bah, je lui dis où est-ce qu'on la tourne? Je sais pas trop. Allons voir dans le jardin si on trouve pas un endroit pour le faire. Bon, on était dans un décor unique, donc c'était assez simple. Oui. Je pense qu'on n'aurait pas pu se permettre ça si on avait changé de décor tous les jours, mais là, on était un peu libre. Donc l'idée, c'était de le faire en extérieur. Oui. Et je me souviens plus ce que c'était l'idée de départ, mais au final, on a trouvé cet endroit qui était ombragé. Bon, moi, j'ai beaucoup eu du mal à éclairer bien Léa dans ce plan. Je me souviens avoir galéré à la fin. Le résultat n'est pas terrible, mais en tout cas, c'était assez... elle voulait que ce soit quand même un endroit un peu caché dans le jardin. Enfin, ça, c'était quand même l'idée de départ, quoi.
Et quand vous dites du mal à éclairer, pour qu'on voit bien son visage, vous voulez dire, ou pour qu'elle soit jolie, en fait. Là, les directions sont moches, et donc ça lui fait une tête toute bizarre, alors qu'il y a d'autres moments dans le film où elle est vraiment très belle, mais là, voilà. Quand j'ai vu l'extrait l'autre fois, j'ai dit oh là là, non, ben non, c'est juste la scène où Léa, j'ai pas vraiment réussi à la sortir bien, quoi. Oui, mais il y a une tension, je veux dire, dans le jeu qui est assez extraordinaire bien sur elle. sûr. Oui, chacun voit. Et justement, il y a ce côté ombre-lumière joue un rôle finalement dans ce que raconte le film. Ouais, et puis la deuxième scène, c'est pareil, on a fait des prises sans lui derrière. Et puis des prises avec lui, on s'est dit quand même c'est vraiment bien qu'il soit derrière. Je crois qu'en fait c'est une décision de dernier moment. Je me demande même si c'est pas arrivé par hasard, c'est pas lui qui est passé dans le cadre sans savoir qu'il était dans le champ, et on s'est dit ah tiens c'est bien en fait, on devrait le faire, quoi. Il me semble que c'est possible que ce soit passé comme ça. Et en plus, dans cette scène, il y a une grosse fausse teinte juste au moment où il dit... Il y a un nuage qui passe. Ta sœur m'a appelé, et donc sa sœur est au courant de l'histoire entre elle et son beau-fils. Donc, et pile au moment où il lui dit ça, la lumière chute. Donc c'est vrai que c'était... au montage, ils l'ont gardé. Parce que c'est ce genre de choses, dans le cinéma classique, on n'aurait pas gardé la prise, on l'aurait même pas tiré pour la... Ouais, elle aurait été considérée comme mauvaise prise, alors que là, en plus, c'est un plan très long, donc c'est bien, ça fait un peu de... Ça rythme. Ça fait du mouvement dans la scène. Vous, c'est ce que vous aimez finalement. Moi, j'adore faire ça. Ouais. C'est quand il y a un peu d'imprévu. J'ai de plus en plus envie de faire des plans avec des lumières qui bougent, quoi. Enfin, qui changent, que ce soit des fausses teintes, mais d'autres façons de le faire, quoi. Ou même des changements de diaph qui se voient. Je trouve qu'en fait, je sais pas, je suis très attirée par ça depuis un moment déjà. J'arrive pas trop à le faire, mais... Vous l'avez pas encore proposé à des réalisateurs? Oui, enfin, non. Pour le prochain film, peut-être. Je vais peut-être leur faire sans leur dire, et puis ils me diront si ça leur plaît ou pas, plutôt que leur dire à l'avance, quoi, si jamais j'arrive pas à le faire. Très bien. Alors maintenant, place à la salle. On a quelques minutes pour poser des questions à Jeanne Lapoirie qui va... c'est son dernier jour ici, donc profitez-en. Évidemment, on va présenter tout à l'heure Les Roseaux Sauvages et puis Eastern Boys. Mais si vous... Alors là, il y a une question ici en bas, si on peut passer le micro, s'il vous plaît. Et est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Levez la main, comme ça on pourra vous... il y en a une là-bas, donc ensuite ce sera là-bas. D'abord c'est ici, monsieur, qui est près de la caméra, là, l'un des premiers rangs. Vous avez évoqué les tournages couleurs qui sont ensuite virés en noir et blanc, passés en noir et blanc. Est-ce qu'on obtient la même qualité de noir et blanc que dans Yurt, par exemple, pour citer un film du festival? Est-ce qu'on arrive à avoir un noir et blanc de cette qualité, comme si ça avait été travaillé dès le début en noir et blanc? Non, je pense que pas du tout. Je pense que si on avait tourné sur une pellicule noir et blanc, on n'aurait pas eu le même résultat. On aurait eu certainement quelque chose de différent, c'est sûr. Mais de toute façon, comme nous, de toute façon, on n'avait pas tellement le choix déjà. Donc, et puis en plus, comme on intervenait beaucoup par-dessus, oui, mais en tout cas, non, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu la même chose. Et déjà, vous changez de pellicule, vous n'avez pas le même résultat. Hein, donc, tout compte, tout fait changer les choses, quoi. Alors, ça veut dire que le choix du support sur lequel vous allez filmer, j'imagine que vous faites parfois des essais comparatifs avant. On faisait beaucoup d'essais. Hein. Moi, je faisais beaucoup d'essais de pellicules. Enfin, en même temps, je tournais toujours qu'avec de la Kodak, mais j'ai jamais réussi à faire un film en Fuji. Malgré mes nombreux essais. Mais oui, bien sûr, on refaisait des essais tout le temps et on continue à en faire en numérique. Hein, c'est-à-dire pour choisir la caméra, les objectifs Choisir la caméra, les objectifs, la façon de traiter la pellicule. Moi, je faisais beaucoup de développements spéciaux, soit du sous-développement,
pour la décontraster, parce que des fois je trouvais qu'elle était trop dure. Trop contrastée. Ouais, trop contrastée. Ou du surdéveloppement, j'ai fait beaucoup en Super 16 sur les roseaux, tout le film est surdéveloppé. Pour augmenter les contrastes. Pour augmenter les contrastes, pour saturer les couleurs. Ça, c'est suite à des discussions de préparation que vous avez avec les cinéastes, ou bien est-ce que c'est vous qui... Pour les roseaux sauvages, oui, il m'a dit je veux un truc contrasté. Et donc j'ai dit bon, je vais faire ça. Je l'avais déjà fait sur des courts métrages et donc j'ai proposé ça. Sinon c'est de vous-même. Sur le sous-développement, c'était plus moi parce que je trouvais qu'elle était elle était dure la pellicule en fait. Et à l'époque, quand on passait pas avec du numérique derrière, le contraste il était inscrit dans la pellicule et c'était terminé. Donc fallait vraiment le gérer, et donc j'avais trouvé qu'en faisant un petit sous-développement, ça adoucissait un peu et c'était plus simple, quoi. Et c'était mieux pour l'efficacité dramatique des scènes, ou pour non, c'était vraiment pour le rendu des oui, pour le rendu des visages, des couleurs, des contrastes, pour le rendu de l'image. C'est pas ce choix-là, le choix de surdéveloppement sur les roseaux sauvages était plus un choix qui allait avec le film, mais le sous-développement que j'ai fait la plupart du temps sur certaines pellicules, c'était plus de la technique, quoi. C'était pas tellement lié à l'histoire. Ouais. Je crois qu'il y a une oui. Oui, donc merci pour cette masterclass. Ma question, elle est tout simplement sur votre poids en tant que responsable de l'image. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous vouliez garder un plan, qu'il y ait tout simplement une image sur laquelle vous avez bien bossé, et que le réalisateur décide de ne pas l'utiliser? Comment ça se passe en fait dans ces cas-là pour vous? Est-ce qu'il y a une frustration, ou est-ce que montage? Oui. Alors, est-ce que vous participez aussi au montage? Moi, je vais pas au montage tellement, même pas du tout. Enfin, en général, j'aime bien voir le film monter avant que le montage soit complètement terminé, pour pouvoir donner mon avis, et qu'éventuellement ça puisse leur servir pour faire des corrections de montage. Mais il y a des réalisateurs qui vous proposent pas de venir avant que ce soit complètement terminé, et je passe pas au montage, et puis je vais surtout pas vérifier ce qu'ils font, et je leur fais confiance. Mais même la question, je peux la pousser plus loin, maintenant on fait des recadrages souvent au montage parce que c'est très simple en numérique, et je m'oppose pas au recadrage non plus. Je leur dis au tournage des fois, tu sais, si jamais tu peux toujours recadrer un peu, mais bon, parce que je travaille avec des réalisateurs en qui j'ai confiance, et donc je sais qu'ils vont pas faire n'importe quoi, et que s'ils le font, ce sera mieux pour le film, et voilà, j'ai pas d'ego surdimensionné avec mon image, et en fait je m'en fiche. Vous avez parfois des regrets sur des scènes que vous avez eu plaisir à tourner, ou que vous êtes fier d'avoir tourné, et qui ne sont pas dans le montage. Ouais, oui, c'était arrivé avec Valéria. Des fois, je lui ai dit, mais je comprends pas, t'as mis, je sais plus, que des plans larges ou que des plans serrés, mais il y avait pas ce plan-là qui était super beau, tu l'as pas monté. Mais ça m'est plus arrivé avant que maintenant. Maintenant, j'avoue que moins, en fait. Je sais pas pourquoi. Je pense que non, mais de toute façon, on a toujours des petits regrets. Des fois, ils ont coupé une séquence qu'on avait très bien réussi, qu'on aimait bien, mais bon, si elle va pas dans le film, elle va pas dans le film. Est-ce que vous avez la sensation que parfois il y a des cinéastes qui aiment se couvrir pour avoir beaucoup de possibilités au montage, de plans différents, d'axes différents des mêmes scènes, et qu'il y en a d'autres qui, au contraire, découpent de telle façon qu'au montage, il puisse y avoir qu'une seule possibilité, que quasiment il tourne en montant? Pas beaucoup, hein. Enfin, Ozon, au début, Sous le sable, c'était un peu ça. Pour des raisons aussi économiques et de restrictions? Oui, puis je pense que Ozon, il est quand même très sûr de lui. Il maîtrise bien le découpage, et il a confiance, et il sait que ça va marcher. Et c'est quand même, la plupart du temps, les réalisateurs se couvrent un peu, quoi. Après, il y a quand même des réalisateurs qui savent pas ce qu'ils vont faire, donc ils tournent tout parce qu'ils savent pas. Alors ils vont pas savoir plus au montage, parce que comme ils ont tous les plans, c'est comme au tournage, et donc il faut quand même qu'ils fassent un choix.
Mais après, il y a quand même d'autres réalisateurs qui savent ce qu'ils veulent et qui filment avec des intentions, mais qui font quelques plans pour se couvrir. C'est ce qui est normal quand même. D'autres questions dans la salle? Oui, bonjour. Bonjour. De prime abord, je voulais remercier les organisateurs de ce festival. En tout cas, c'est vraiment bien d'assister dans ce genre de choses pour encore apprendre beaucoup. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a la différence entre... là, je parle par rapport aux opérateurs. Est-ce qu'entre eux, y a-t-il une différence entre ceux-là qui font les longs métrages et les courts métrages? Parce que tout à l'heure, là, il y avait une question, vous avez fait quelque chose de bien là, quelqu'un vous a posé la question, a dit, est-ce que vous faites aussi des longs métrages? Est-ce qu'il y a-t-il des différences? Donc c'est ça que je voulais un peu avoir la précision. J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a une différence entre est-ce que je fais des longs et des courts ou des courts? C'est ça, moi, encore? Oui, c'est ça, ouais. Moi, j'avoue que non, j'en fais plus des courts. Mais parce que des longs, c'est long, donc je suis pas souvent à la maison avec ma famille et que du coup, quand je travaille pas, j'ai envie d'être avec eux et que je travaille pas mal. Donc du coup, souvent, je décline les cours, quoi, parce que j'ai envie de garder du temps pour moi. Mais bon. C'est vraiment juste pour ça, quoi. À la masterclass de IFCAP, il y a eu une question, une personne du public a demandé quelle est la partie de votre travail que vous préférez. Et vous, si on vous... Moi, le tournage, j'adore le tournage. Enfin, j'aime bien le plateau, j'aime bien être avec des gens, enfin, sur un tournage. Ouais, moi, c'est le tournage, c'est clair, c'est le tournage. Alors, il y a une partie qui est moins connue, et qui est pourtant très importante et qui, je pense, a pris encore plus d'importance peut-être avec le numérique, c'est l'étalonnage, la post-production. Est-ce qu'on peut en parler juste un tout petit peu? Parce que les gens n'en sont pas conscients quand on voit le film. Qu'est-ce qu'on va dire sur l'étalonnage? D'expliquer ce que c'est rapidement, et puis en quoi c'est si important. C'est si important? Oui, c'est important, mais c'est aussi très important de l'avoir anticipé au tournage, c'est-à-dire... Alors, en quoi ça consiste exactement, ce qu'on Alors, appelle l'étalonnage, c'est-à-dire, effectivement, vous faites plusieurs plans, mais il y en a, quand vous les mettez les uns à côté des autres, il y en a un qui va être plus clair que l'autre, il y en a un qui va être bleu, l'autre qui va être jaune, et tout ça ne va pas raccorder, donc on essaye de faire des petites manipulations numériques pour que on est censé au tournage raccorde. quand même essayer que ça raccorde, non? Ah oui, mais on ne sait pas... Entre le bleu et le jaune, enfin, je sais pas... Oui, mais déjà, vous savez pas dans quel ordre ça va être monté, les séquences. Et puis, ou des plans à l'intérieur. Bien sûr, on essaye que ça raccorde. Quand c'est bien éclairé, souvent, des fois, même, ça sort assez droit. Ça sort assez droit. C'est-à-dire, vous montez votre film et en fait, il n'y a déjà pas tellement de réactifs. Et c'est déjà assez regardable. Mais bon, il y a toujours des moments où il y a quand même des rectifications à faire. Donc, voilà. Donc maintenant, on passe à une époque, c'était un étalonneur au labo, il le faisait sur la pellicule, il travaillait tout seul. On allait le voir la projection. On lui disait, ça, je veux comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Là, un peu plus de contraste, là, un peu plus de lumière. Plus chaud, plus froid, plus clair, plus sombre. Le contraste en pellicule, on ne pouvait pas le faire. Ouais. Et lui, il travaillait tout seul. Il nous remontrait une projection. On refaisait des corrections, comme ça, 4-5 fois, jusqu'à temps que ce soit bien. Maintenant, en numérique, on travaille avec lui, donc ça prend en moyenne, on va dire, 2 semaines. Et plan par plan, on décide de comment on va les raccorder. Donc l'étalonnage, c'est pour raccorder, mais c'est aussi pour trouver... on peut, du coup, maintenant, avec le numérique qui est quand même très puissant, faire plein d'autres choses. Comme tout à l'heure, vous avez vu, ils ont colorié le ciel en rouge. Ça, c'est des choses qui ont été faites à l'étalonnage en numérique. Donc on peut choisir un look, désaturer les couleurs, changer les contrastes, donner une impression, choisir chaque scène aura une impression différente. Donc tout ça, c'est à l'étalonnage. Donc c'est vrai que maintenant, c'est devenu quelque chose d'important, c'est vrai. Mais il y a une chose aussi dont vous avez parlé quand on a présenté Michael Colas, qui est une sorte de pré-étalonnage, entre guillemets, au moment, juste avant de tourner, c'est-à-dire d'avoir non pas une sorte d'image neutre au tournage qu'ensuite on va façonner à l'étalonnage, mais d'avoir une sorte déjà de charte. Oui, en fait, donc...
En fait, comme le réalisateur, il va passer plusieurs mois à monter son film, si on ne lui donne pas une image qui est proche du résultat final qu'on veut obtenir, il va s'habituer à cette image qu'il aura au montage et on pourra difficilement lui en faire changer après. Donc l'idée, c'est de lui donner pour le montage des images qui est déjà le bon étalonnage, le bon réglage, le bon look, tout ce à quoi on veut que ça ressemble à la fin. Et donc pour ça, on fait des tests et puis on fabrique ce qui s'appelle une lutte qu'on met dans la caméra, pour l'avoir dans la visée, mais qu'on met aussi sur les moniteurs sur le plateau, qu'on va donner au montage et qu'on va donner après à l'étalonnage, qui aura le bon rendu de couleur. Donc voilà, c'est un réglage, c'est un pré-réglage on fait des essais, on le choisit, on le garde sur le plateau et on se dit, des fois il peut y en avoir plusieurs, on se dit les scènes de nuit je vais utiliser ce pré-réglage, les scènes de jour celui-là, ces séquences particulières un troisième, voilà, en tout cas voilà, et ça c'est quelque chose important. Que vous faites avec le réalisateur ou la réalisatrice, ou bien ou que vous leur proposez Tout dépend des personnes avec qui on travaille. Il y a des gens qui veulent savoir, qui veulent être présents à toutes les étapes, qui ont beaucoup de regard sur l'image, et puis d'autres moins, en fait. Donc, quand ils sont en demande, et on le fait ensemble. Quand ils sont moins en demande, je le fais toute seule. Et vous leur proposez Et je leur propose, ouais. D'autres questions dans la salle ? Le micro est-il dans les mains de quelqu'un ? Oui, bonjour. Je voulais savoir si, à force de côtoyer d'autres métiers dans le monde du cinéma, est-ce que ça vous a tenté de changer de métier et d'arrêter d'être chef opératrice et de faire d'autres métiers dans le par exemple, la réalisation. Non, en fait, non. Ça m'est pas arrivé. J'ai jamais... non. J'ai jamais eu envie de faire de la réalisation. Oui. Non plus, en fait. Pas du tout. Même à l'école, déjà, quand vous faisiez... Non, en fait, si j'aurais peut-être plus envie maintenant, mais en réalité, j'ai pas vraiment d'histoire à raconter, donc je me dis, réaliser pour dire quoi ? Donc il faut quand même avoir quelque chose à dire. Et je me sens mieux de travailler avec des gens, eux, qui ont des histoires et ramener mon interprétation par-dessus pour les aider à trouver. Donc non, j'ai pas tellement envie de réaliser. Et alors d'autres postes, pas du tout, quoi. Encore moins, on va dire. Par exemple, vous recevez des scénarios. Quels sont vos critères de choix pour accepter un projet ? Mes critères de choix, ils sont souvent liés au réalisateur, à la personnalité du réalisateur, à ce que j'imagine être... à ce qu'il a fait avant ? À ce qu'il a fait avant, bien sûr. Aux rencontres avec lui ? Aux rencontres avec lui aussi. Presque plus que le scénario lui-même ? Moi, au début, j'étais très mauvaise pour lire les scénarios. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? J'avais l'impression de rien comprendre à ce que je lisais. J'étais obligée de le lire 2 fois. Donc, j'étais pas très bonne en français à l'école. Donc, j'étais plus maths physique. Donc, du coup, je me faisais pas confiance sur ce que je lisais et donc je j'ai jamais vraiment maintenant si en fait parce qu'à force d'en lire quand même maintenant je sais ce que je lis. Et vous êtes arrivé de refuser un scénario maintenant ou plus récemment sur le scénario? En général, c'est un combiné du scénario et de qui est le réalisateur. C'est parce que je trouve qu'un scénario, par exemple le film de Breya l'été dernier là qu'on voit, c'est une adaptation. Et ce film il a été déjà fait dans un pays du Nord, je sais plus lequel, je sais plus si c'est en Suède ou dans ce coin-là. Et le film n'a rien à voir quoi. Mais n'a rien à voir du tout. Vous l'aviez vu ? Non, je voulais pas le voir avant le tournage parce que je voulais pas être influencée. J'ai juste vu une scène qui est d'ailleurs pas dans le film parce qu'ils voulaient voir comment eux ils l'avaient filmé et voilà. Mais sinon je l'ai pas regardé. Je l'ai regardé après l'étalonnage. Oui. Parce qu'à l'étalonnage, Catherine m'a dit mais tu sais tu devrais le voir le film parce que c'est assez incroyable parce que même elle me dit j'ai rien inventé en fait.
J'ai recopié le scénario, les dialogues, c'est les mêmes et tout. Et je lui ai dit, c'est pas possible. Et en fait, si. Elle a quand même enlevé beaucoup de choses, des scènes qui sont pas dans son film. Mais il y a vraiment des dialogues qui sont les mêmes. La fin est un petit peu changée, mais sinon, vraiment, tout est pareil. Et ça raconte deux choses qui n'ont rien à voir, quoi. Donc, c'est quand même... C'est-à-dire les points de vue sur l'histoire, oui, sur les personnages. Les personnages, enfin, évidemment, il y a toujours une femme qui couche avec son beau-fils, mais la relation déjà c'est pas pareil. Il faut le voir. Je vais pas vraiment pouvoir le décrire, mais ça c'est pas pareil. Ce qu'elle raconte est différent. Les choses qu'elle veut faire passer, Catherine, derrière, ne sont pas les mêmes que celles que le réalisateur qui a fait l'autre film fait passer, quoi. Et ça, c'est vraiment la mise en scène, puisque vous dites que c'est vraiment de la mise en scène. Ouais. C'est de la mise en scène et de ce que profondément le réalisateur a envie de raconter, quoi. Qui passe entre les lignes et qui exprime autre chose alors que c'est les mêmes choses qu'on montre. Enfin, mais c'est là que vous avez une responsabilité énorme parce que moi mais surtout le metteur en scène, enfin nous deux, quoi. Enfin tout le monde, quoi. En faisant le film, on est en train de tous raconter un truc différent, mais c'est quand même très lié au mental du réalisateur, de ce qu'il veut raconter. C'est pour ça que je trouve que c'est difficile de choisir un scénario sans savoir qui y a derrière. Et quand vous dites ça, est-ce que par exemple, quand vous préparez le film avec Catherine Breillat, vous lui posez des questions sur ce qu'elle veut raconter? Ou ça vous paraît évident Moi, déjà, je laisse les gens parler. Ouais. Longtemps, dire tout et n'importe quoi, aller manger au restaurant, parler de choses qu'on n'a rien à voir. Et je me fais un peu une idée. Et si j'ai des questions, je les pose. Mais oui, j'en pose un peu, mais je laisse les gens un peu venir. Et je pense que j'arrive assez bien à décrypter ce qu'ils ont dans la tête, j'ai l'impression, parce que des fois, quand on fait des repérages, je me perçois que d'autres gens qui assistent comme moi au même repérage et à la même chose qu'a dit un réalisateur, ils comprennent pas la même chose que moi, quoi. Et des fois, je leur dis, mais il n'a pas dit ça, et c'est ce qu'il voulait dire et qu'il voulait faire, c'était pas ça, quoi. Et donc, je sais pas, ouais, je pense que je suis beaucoup à l'écoute de ce qu'il raconte et par exemple, quand j'ai commencé avec Des Palières, j'ai commencé sur un film où j'ai remplacé quelqu'un et je suis arrivée en cours de tournage et j'avais pour Parc. J'avais pas fait de préparation et en fait, je me suis sentie mal, quoi. C'est-à-dire que il me manquait les références, quoi. Et il me manquait les références qui est tout ce moment-là où on est en préparation avec le réalisateur, où on parle de choses et d'autres, où tout d'un coup, moi, je me fais dans ma tête mon film, en fait, où je me dis, eh ben, puisque c'est ça qu'il veut raconter, c'est ça que je vais faire. Et ça me permet de tous les petits choix qu'on fait toute la journée sur un plateau en disant ça oui, ça non, ci et ça, qui est quand même... Au final, un film, c'est une suite de toutes petites mini-décisions permanentes comme ça. Bah, j'ai du mal à les faire si je n'ai pas passé du temps avec le réalisateur. Même si on ne s'est pas dit, on va parler de la mise en scène, de l'image. Moi, je trouve que ça passe mieux des fois par des chemins détournés, en fait. C'est votre côté intuitif? C'est mon côté intuitif, sûrement. Ouais, sûrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, on me fait signe que c'est fini. Voilà, donc, merci beaucoup, Jeanne Lapoirie. C'était très rien, passionnant. Merci. Merci.